Dans cet épisode de Mythbusters, c'est vous qui êtes aux commandes. L'équipe tire au sort des mythes que vous avez envoyés et les met à l'épreuve. Vous vous êtes demandé si les techniques de tir qu'on voit au cinéma sont aussi efficaces que spectaculaires. Bien joué, gangster. Nous testerons ensuite un mythe balistique envoyé par des militaires. Et nous essaierons une technique de réparation d'urgence en vogue sur le web. C'est dangereux comme façon de gonfler à pneus. Et enfin, pour conclure ce mélange éclectique de mythes, nous testerons un paradoxe mathématique tiré d'un jeu télé. Vous avez gagné. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Je rejette la réalité et la substitue par la mienne. et Jamie Heineman. On part à l'aventure. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Tori Bellecci, Je vais mourir! Grant Imahara C'est le truc le plus dangereux qu'on va faire aujourd'hui. et Carrie Byron. C'est parti. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Approchez, mesdames et messieurs, pour un festival de requêtes de téléspectateurs. C'est quoi? C'est la roue de la fortune des mythes. Dans chaque boîte, il y a une proposition de mythe de la part d'un téléspectateur. Fais-la tourner. Cher Mythbuster, pouvez-vous tester le paradoxe de Monty Hall du jeu télé Le Big Deal? C'est génial! Je sais que t'es amateur de jeux télé, mais laisse-moi te rappeler le principe. Monty Hall offre aux participants le choix entre 3 portes, dont l'une cache un prix. Disons que le participant choisit la porte B. Avant de l'ouvrir, Monty ouvre la porte A en lui montrant qu'il n'y a rien derrière. Il laisse ensuite aux participants la possibilité de changer de porte et de choisir la porte C au lieu de la porte B. La question est, faut-il changer? C'est intéressant pour 2 raisons. D'une part, il semblerait que psychologiquement, les gens ont tendance à garder leur premier choix. D'autre part, il paraîtrait qu'on gagne plus souvent en changeant de porte. Je ne vois pas trop pourquoi ce serait le cas, mais faisons le test. Il est rare qu'un paradoxe mathématique soit baptisé du nom d'un présentateur télé. Mais ce problème contre-intuitif a rendu perplexes les mathématiciens pendant des années. Après qu'une porte a été choisie, le présentateur ouvre une des 2 portes restantes et laisse la possibilité aux participants de confirmer son choix ou de choisir l'autre porte encore fermée. Du coup, le mythe comporte 2 parties. Les gens choisissent presque toujours de garder la porte initialement choisie et apparemment, il ferait mieux de changer. Comment veux-tu procéder? Il y a 2 aspects à cette situation, psychologique et statistique. Psychologiquement, les gens ne voudraient apparemment pas changer leur choix initial. Statistiquement, ils auraient plus de chances de gagner en changeant. Commençons par la partie psychologique. Très bien. Que la partie commence. Si on veut tester ça sur monsieur et madame tout le monde, il nous faut un groupe, disons, d'une 20aine de personnes. Une 20aine, ça me paraît bien. Comment tu vas leur présenter le problème? On pourrait le faire avec un jeu de cartes, par exemple. Je crains que ça manque d'éléments intrinsèques à la situation du participant et que ce soit susceptible d'influencer ses décisions. Je pensais plutôt à une vraie scène avec de vraies portes, un genre de jeu télé à la Mythbuster. C'est classe! Maintenant que les décors sont prêts, l'équipe met en place la simulation mathématique dans une salle de théâtre des environs. Mesdames et messieurs, la porte numéro 1. Ils peaufinent la mise en scène du faux jeu télé, sans oublier bien sûr la tenue extravagante du présentateur. Tu devrais peut-être essayer la porte numéro 3. Beaucoup mieux. On s'y met? Ouais. Adam est prêt pour le test. Voyons maintenant en quoi il consiste. On va jouer à un jeu qui s'appelle « Choisissez une porte ». D'accord. Vous allez commencer par me dire quelle porte vous choisissez. Je choisis la porte numéro 1. Vous avez donc choisi la porte numéro 1. Oui. Jamie, tu veux bien me montrer ce qu'il y a derrière la porte numéro 3? Rien. Vous le voyez, il n'y a rien derrière la porte numéro 3. Pour ceux qui jouent à la maison, il y a un détail important à savoir. Quand j'ouvre une porte après le choix du participant, je sais exactement où se trouve le prix et j'ouvre volontairement une porte perdante.
Votre prix est soit derrière la porte numéro 1, celle que vous avez choisie, soit derrière la porte numéro 2. Je vous donne une dernière chance. Vous pouvez changer d'avis et choisir la porte numéro 2 ou alors maintenir votre choix initial. En ce qui concerne la première partie du mythe, voici le moment de vérité. Va-t-il confirmer son choix ou changer d'avis? Je garde la porte numéro 1. Vous la gardez. Pour quelle raison? C'était ma première intuition. Le premier participant confirme son choix et Adam et Jamie obtiennent leurs premières données. Jamie, montre à Brian ce qu'il y a derrière la porte numéro 1. Rien. Désolé, il n'y a rien derrière la porte numéro 1. Merci d'avoir participé et bonne fin de journée. Merci. Ignorant tout des résultats du premier test, la participante suivante monte sur scène. Comment allez-vous? Après avoir choisi sa porte, Vous choisissez quelle porte? La une. Jamie ouvre une porte sans prix et Adam passe à la phase intéressante du test. Vous pouvez changer et choisir la porte 3 ou garder votre choix initial. Que faites-vous? Vous changez ou vous gardez? Je garde, Vous gardez. Pourquoi ça? parce que la porte est rose. Ok. Cette fois, ce choix se révèle payant. Vous avez gagné. C'est gagné! Félicitations! Mais n'oubliez pas, pour la première partie du mythe, le résultat importe peu. Nous testons la psychologie impliquée dans la prise de décision. Les participants ont-ils vraiment tendance à garder leur choix initial? Rien. Je vous offre une dernière chance de choisir la porte numéro 3 ou de confirmer votre choix initial. Je garde la porte 1. Vous confirmez? Oui. Pourquoi? Instinctivement. Votre instinct. Ça fait 3 sur 3. Je suis désolé. Alors que le mythe continue de se vérifier à la perfection, Je garde la porte numéro 1. les choses deviennent intéressantes. Je garde la numéro 2. Vous gardez la numéro 2. Pour une raison particulière? C'était mon premier choix. Car il n'y a pas que le résultat qui semble se confirmer. Je garde la 2. Je garde la 3. Je confirme mon premier choix. Vous confirmez? Mais également les motivations du choix des participants. Je garde ma porte. Vous la gardez. Pour quelle raison? J'ai une chance sur 2. La perception commune est qu'avec 2 portes fermées, il y a une chance sur 2 de gagner et qu'il n'y a aucun avantage à changer de porte. Je vais suivre mon instinct. Je garde la porte 2. Étonnamment, tous les participants font le même choix. Je vais garder la 3. La première partie du mythe semble se confirmer. C'est génial. Il n'y en a pas un seul qui a choisi de changer de porte. Je sais. C'est vraiment cool. J'aurais jamais imaginé ça. Je garde la porte 1. Pour analyser correctement les résultats, Je la garde. Adam et Jamie mettent fin à la partie. Formidable! Félicitations! Merci. Très bien joué, merci beaucoup. Et retournent à l'atelier. La roue de la fortune des mythes. Je la fais tourner. Avec plaisir. Vas-y. Qu'est-ce que ça dit? Cette lettre vient d'un soldat américain. Il écrit « Cher Miss Buster, si une grenade atterrit près de vous, est-ce une bonne idée de se jeter au sol parce que les éclats se dispersent en remontant ?» Je vois, si les éclats sont éjectés vers le haut, il y a peut-être une zone sûre près du sol. Soulevée par un membre de l'armée, cette question de balistique est très intéressante. La trajectoire des éclats d'une grenade est-elle vraiment dirigée vers le haut? Est-il possible de limiter les dégâts en se jetant à terre? Avec une grenade, il y a 2 choses qui peuvent être mortelles, l'onde de choc et les éclats. Voilà ce qu'on va faire. Allons sur le champ de tir, faisons sauter quelques grenades et voyons à quelle distance l'onde de choc n'est plus mortelle. Ouais. On saura qu'à cette distance, on est en sécurité et que le seul danger qui reste, ce sont les éclats. On va donc monter un dispositif pour voir où finissent ces fragments. Pour commencer, l'équipe se rend sur son site préféré. Nous sommes au camp de tir du comté d'Alameda pour tester le mythe selon lequel, en cas d'explosion de grenade, si on se couche bien à plat sur le sol, on évite les éclats. Mais avant de penser aux éclats, on doit déterminer le périmètre à l'intérieur duquel l'onde de choc est mortelle, éclat ou pas. Pour ce faire, on va utiliser nos disques de rupture réglés pour une pression de 5 kg par centimètre carré, c'est-à-dire au-delà du seuil mortel. On a 10 disques de rupture à des distances allant de 30 cm à 3 mètres de l'explosion. Ça enregistrera la létalité de l'onde de choc de la grenade. On a déjà utilisé ces disques par le passé dans 2 autres épisodes de Miss Buster. Ça nous fournira toutes les données nécessaires. Et voilà le dernier. Les capteurs sont installés.
Souvenez-vous, cette première explosion sert à déterminer jusqu'à quelle distance l'onde de choc est mortelle. Plus tard, l'équipe utilisera cette distance minimum de survie pour mesurer la hauteur de la distribution des éclats. Mais pour l'heure, seule l'onde de choc compte. On va donc dégoupiller la grenade, n'est-ce pas? Eh bien, non. Retirer la goupille d'une grenade peut s'avérer dangereux. Alors, JD la préparait de manière à la faire exploser à distance. Pendant que l'équipe se met à l'abri, le sergent J.D. Nelson prépare une grenade démilitarisée en la remplissant de l'équivalent en explosif d'une charge primaire et d'un détonateur à distance. Autrement dit, c'est l'heure du feu d'artifice. Bon, vous êtes prêts? On y va. 3, 2, 1, feu! C'était génial! C'était puissant. Allons voir. Il vérifie combien de disques se sont rompus et surtout, jusqu'à quelle distance. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, dans un rayon d'1,50 m, l'onde de choc est mortelle. On a fait exploser notre grenade et on a de bons résultats. Le disque placé à 1,50 m est rompu, mais pas le disque à 1,80 m. On en déduit qu'à 1,50 m, l'onde de choc est mortelle, mais à 1,80 m, on peut survivre. On va donc installer nos panneaux à éclats juste au-delà de la distance létale pour voir comment sont projetés les fragments. Bon, allons chercher les panneaux. D'accord. Il est temps de sortir les panneaux à éclats. Le but de ce test est de déterminer jusqu'à quelle hauteur les éclats sont projetés. Bon, juste au-delà d'1,50 m. S'il y a une zone près du sol qui est épargnée par les impacts, le mythe sera confirmé. D'après ce qu'il a déjà vu, Grant est optimiste. Si on regarde les images à grande vitesse, le mythe semble bien parti. On voit l'onde de choc se propager, et si vous êtes à plus d'1,50 m, vous êtes à l'abri. Ce qui nous intéresse maintenant, ce sont les éclats. Ces petits morceaux brillants qu'on voit être éjectés vers le haut. On veut savoir ce qui se passe quand on est près du sol et la quantité d'éclats qui peut nous toucher. Que se passe-t-il quand on mélange un problème complexe de probabilité avec un jeu télé? La réponse, c'est le mythe connu sous le nom de paradoxe de Monty Hall. Jusqu'ici, Adam et Jamie ont répondu à la première partie du problème. Que faites-vous? Vous changez ou vous gardez? En ce qui concerne la possibilité offerte par le présentateur, Je vais garder la 2. aucun des participants n'a voulu changer son choix. Je confirme. Qu'est-ce que ça donne? Étonnamment, nos candidats ont maintenu leur choix dans 100% des cas. La seconde partie du mythe dit qu'il y a un avantage statistique à changer de porte. Est-ce que ça se confirme? Vu que personne n'a changé de porte, on n'en sait rien. Je pense qu'il faut donc refaire des essais et comparer les résultats chiffrés. D'abord en changeant systématiquement, puis en gardant systématiquement la porte. Comme l'a dit Jamie, tous les participants ont gardé leur porte et on n'a donc pas de données sur ce qui se passe quand on change d'avis. Le deuxième test va donc se concentrer sur le paradoxe statistique. Est-ce vraiment une bonne idée de changer de porte dans cette situation qui semble présenter une chance sur 2? Pour le découvrir, Adam et Jamie vont effectuer un grand nombre d'essais, c'est-à-dire 50 chacun. Avec une installation miniature et mécanique très élégante. Il faut maintenant que je fabrique une sorte de simulateur physique pour tester ce paradoxe statistique. Ce sera un genre de machine avec pas mal de parties mobiles. Il y aura 2 groupes de 3 portes, un pour moi et un pour Jamie. Les 50 parties seront sélectionnées aléatoirement et chargées dans la machine pour que les tests aillent vite. Ça ne va pas être facile, mais au final, je pense que ce sera vraiment cool. Bon, allons l'installer. Ce système a 2 fonctions. D'une part, il nous permet d'augmenter la taille de l'échantillon et donc notre précision. D'autre part, il retire le choix du joueur de l'équation et met sur un pied d'égalité les 2 options proposées. Vous allez voir ce qui se passe à long terme pour chacune d'elles. Tout ça est bien sympa, mais comment ça marche?
Toi et moi, on va faire chacun des tests. Et à chaque victoire, on prend un morceau de papier rouge et on l'épingle sur le tableau derrière nous. D'accord. À la fin, on devrait voir clairement s'il y a une différence entre moi, qui changerai de porte à chaque fois, et toi qui feras le contraire. Et on pourra comparer nos résultats. Choisissez une porte, deuxième partie. Premier essai, choisis une porte. Je choisis la 1. Je choisis la 2. Ouvrez une porte vide. Je garde et je perds. Je change et je gagne. Contrairement au test précédent, Je choisis la 1. Je choisis la 3. Adam et Jamie ne se concentrent que sur le résultat final. Je garde et je perds. Je change et je gagne. Les règles sont les mêmes, Troisième essai. sauf que la variable du choix est éliminée. Je garde. Jamie garde toujours Perdu. et Adam change systématiquement. Je change et c'est gagné. C'est dingue, j'arrête pas de gagner. Le grand nombre d'essais signifie qu'avec le temps, Je garde et je perds. le résultat va finir par refléter les chances réelles associées à chacune des deux options. Je garde et je gagne. Les résultats sur le tableau ne tardent pas à donner une image assez claire de la situation. Je choisis la 2. Le paradoxe de Monty Hall est intéressant parce qu'en apparence, il est très simple. Je change et je gagne. Dans la dernière phase du jeu, on a 2 options. On sait que l'une d'elles nous fait gagner et l'autre pas. Notre instinct nous dit donc qu'il y a une chance sur 2 de gagner. Et pourtant, c'est faux. C'est là que le paradoxe entre en jeu. Je change et je gagne. 7 à la suite, prends ça. On pourrait faire des démonstrations mathématiques, parler de statistiques et de théorie des jeux jusqu'à plus soif. Mais le seul moyen simple de clairement faire parler les chiffres, c'est de tenter l'expérience. Et nos résultats sont sans appel. Changer de porte est beaucoup plus avantageux que de garder son choix initial. Le phénomène est très intéressant. Si chaque porte a une probabilité égale de cacher le prix et qu'un joueur choisit la porte numéro 1, il a une chance sur 3 d'avoir la bonne porte. Et donc, il a 2 chances sur 3 que le prix soit derrière une des 2 autres portes. Quand on ouvre la porte 3, il reste encore 2 chances sur 3 que le prix soit derrière la porte 2. Changer son choix initial permet donc de doubler ses chances de gain. Quels conseils on peut donner à nos téléspectateurs au sujet du paradoxe de Monty Hall ? Si vous jouez un jour à ce jeu, vous aurez une envie irrépressible de confirmer votre choix initial. Mais si le présentateur sait où est caché le prix et vous montre une porte vide, ce sera toujours un avantage de changer de porte. Donc, le mythe est confirmé. Totalement confirmé. Regardez ça. C'est quoi? Fais-moi voir. Ah, je connais cette photo. Ce type voulait apparemment se construire une maison. Alors il s'est pointé au magasin avec sa petite voiture, il l'a chargée de plusieurs centaines de kilos de matériaux de construction attachés avec une corde et il a tenté de rentrer chez lui. On pourrait trouver la même voiture, installer le même chargement et voir ce qui se passe. Bonne idée, c'est parti. Il va falloir trouver les mêmes matériaux de construction et une voiture à laquelle personne ne tient. Je pense que ça va faire l'affaire. L'idée est simple. On a 1400 kilos de bois et de béton, une voiture et assez de cordes pour attacher le tout. Alors, on va tenter le coup. D'après l'histoire, le type a réussi à conduire sa voiture chargée comme une mule. Cette voiture va-t-elle être capable d'avancer une fois chargée? C'est ce qu'on va découvrir. 350 kilos de béton. Ouais. Installons le bois. Comme sur la photo, on a mis du béton sur la banquette arrière. Et bien qu'on en soit qu'au début, on a déjà atteint la limite théorique de chargement, à savoir 450 kg. Le bas de la voiture est à environ 4 cm du sol. Mais la hauteur du châssis n'est pas le seul souci. Le toit est un support précaire pour ce lourd chargement mal empilé. Au premier abord, cette expérience n'a pas l'air très dangereuse. On n'utilise ni explosifs, ni matériaux dangereux. Mais ça représente tout de même un poids énorme. Si ça venait à glisser du toit, quelqu'un pourrait perdre un pied ou une jambe. Jusqu'ici, tout va bien. Alors que la base de bois semble dangereusement instable, Vive les planches! il continue d'empiler plusieurs couches de bois d'un poids total de 300 kg. Il est absolument crucial de s'assurer de la stabilité de l'ensemble.
Je crois que je n'ai jamais vu une chose pareille. Et on ne fait que commencer. On a quitté le domaine du bricolage, là. Ce n'est plus... Allons acheter un peu de bois et faisons quelques petits travaux de rénovation. C'est le dernier. Avec 800 kilos de bois posés en équilibre instable sur le toit, Adam et Jamie doivent à présent sécuriser le chargement. Et voilà. Mais sécurisé ou pas, ce chargement n'est-il pas excessif? Elle a du mal. Content que ce ne soit pas ma voiture. Ouais, moi aussi. Comme pour la voiture sur la photo, l'équipe est consciente qu'il y a un risque non négligeable d'effondrement. Alors qu'on ajoute les 700 derniers kilos, triplant ainsi la limite théorique de chargement pour cette voiture, Jamie semble peu confiant. À présent, mon principal souci, c'est de savoir si elle va pouvoir bouger. J'ai l'impression que les roues arrière sont bloquées par les ailes. Le seul moyen d'en avoir le cœur net, c'est de monter à bord et d'essayer. Mais avant cela, on ajoute un élément crucial pour la sécurité. C'est incroyable que cette voiture ait survécu à ce qu'on vient de faire. Il y a 1,5 tonne de matériaux là-dessus. Il vaut mieux avoir une sécurité. Bien sûr, avant de la conduire, il faut qu'on installe un renfort intérieur pour éviter que le toit ne s'effondre. Mais même avec ça, ça me rend nerveux. Pour l'instant, la voiture à la couleur criarde tient bon. Mais d'après le mythe, elle est supposée pouvoir rouler. Malgré leur nervosité, Adam et Jamie se préparent donc à l'épreuve de vérité. Franchement, j'aime pas ça. Non? Non. Bon, t'es prêt? Si on veut, oui. S'ils arrivent à se déplacer et à faire le tour du parking, le mythe sera confirmé. La voiture surchargée en avant toute. Sinon, le mythe sera bidon et anéanti. Un peu comme la voiture, voire même Adam et Jamie. 3, 2, 1. Ça alors, j'avais tort. C'est dingue! Ça fonctionne! Alors qu'ils font tranquillement le tour du parking, le résultat parle de lui-même. J'entends même pas de craquement ou de bruit inquiétant. Non, moi non plus. L'auteur de ce mythe a peut-être détruit sa voiture et mis en danger les autres usagers de la route, mais il avait raison sur un point. C'est totalement faisable. On nous demande souvent si on est surpris par le résultat des expériences de l'émission. Arrêtons-nous tant qu'on le peut encore. Ouais, bonne idée. Eh bien, en ce moment, c'est le cas. Cette voiture supporte 1400 kilos de matériaux et honnêtement, en me levant ce matin, je pensais que ce serait perdu d'avance. Manifestement, j'avais tort. Tu sais ce que ça veut dire? Quoi donc? On n'a pas le choix, le mythe est bel et bien confirmé. En nous basant sur la photo, avec le même modèle de voiture et 1400 kilos de matériaux posés dessus, je crois que c'est clair. On a confirmé que même chargée comme une mule, cette voiture est capable de rouler. C'est stupide, dingue, aberrant et dangereux, mais confirmé. Le mythe est confirmé. Grant, Carrie et Tori sont de retour sur le champ de tir. Ils testent le mythe selon lequel les éclats d'une grenade seraient éjectés vers le haut, créant donc une zone sûre près du sol. Voilà ce qu'on a appris jusqu'à présent. Quand une grenade explose, l'onde de choc est mortelle dans un rayon d'environ 1,50 m. Mais d'après les images au ralenti, il semblerait que les éclats partent vers le haut, épargnant le sol. On va le vérifier grâce à nos panneaux à éclats. Autour de moi se trouvent les panneaux à éclat. La partie blanche représente une personne debout et la partie rouge représente une personne couchée au sol. Allez, hop! Se coucher par terre peut être avantageux pour deux raisons. D'une part, on minimise la surface exposée aux éclats. Et d'autre part, les éclats semblent être éjectés vers le haut. On va donc ajouter un toit au-dessus de nos panneaux à fragments. Pour bien faire les choses, on va utiliser deux modèles de grenades différents. On a une grenade du milieu du siècle passé dite ananas et une grenade plus moderne. Elles n'ont pas l'air bien dangereuses, mais n'oubliez pas qu'elles vont projeter des éclats à 6000 mètres secondes. Et on peut visualiser ces futurs éclats en observant à l'intérieur de la grenade. Chacune de ces alvéoles sera un projectile létal. Tout d'abord, JD installe la grenade ananas aux rainures caractéristiques et l'équipe se met à l'abri. C'est parti.
Le détonateur à distance est installé. Il est temps de découvrir si on peut éviter les éclats en se jetant au sol. 3, 2, 1. Ça a fait de sacrés dégâts. Ça a même renversé un des panneaux à éclats. Ouais. Je crois qu'on aura énormément d'éclats. Bon, allons voir ça. Manifestement, ce n'est pas une très bonne idée de se trouver à proximité d'une grenade qui explose. Les dégâts du toit en plexiglas sont impressionnants. Regardez-moi ça. On a un tas d'éclats. Est-ce qu'il y en a près du sol? Ouais. On dirait bien que ce mythe est bidon. On n'en sort pas indemne en se couchant. La répartition des éclats est très claire, surtout quand on regarde là où ils sont ressortis derrière les panneaux. Il y a beaucoup plus d'impact dans la partie supérieure. Mais le bas du panneau n'est pas épargné pour autant. Ce mythe est donc bidon. Passons maintenant à la grenade moderne pour voir s'il y a une différence. C'est parti. L'équipe remplace tous les panneaux à éclats et JD prépare la grenade moderne pour le test. Bon, testons la grenade moderne. On y va. Ça charge. 3, 2, 1. C'était bien plus violent que la première. Allons voir les panneaux. Ce qu'ils découvrent enterre définitivement le mythe. Regardez-moi ça. La grenade moderne provoque encore plus d'impact dans la zone située près du sol. Même en jetant par terre, on sera touché par des éclats. Le test est une fois de plus sans appel. Les éclats sont projetés aléatoirement dans toutes les directions, y compris dans la zone supposément épargnée. Mais les impacts y sont tout de même moins nombreux, indiquant que bien que ce mythe soit bidon, se jeter au sol reste la meilleure chose à faire dans cette situation. Le mythe est peut-être bidon, mais si je me retrouve dans cette situation, je me jette par terre. C'est clair. Voyons voir. Cher Miss Buster, je suis fan de films d'action depuis longtemps et j'ai remarqué quelque chose sur la façon de tirer dans les films. On tire à la hanche, le bras tendu, à une main, à deux mains et même avec deux armes en même temps. Dernièrement, j'ai vu beaucoup d'armes tenues de côté. Est-ce que certains de ces styles offrent des avantages en termes de précision ou sont-ils simplement spectaculaires ? Ce n'est pas compliqué, on n'a qu'à trouver des armes et des cibles et on verra bien quelle technique est la plus précise. C'est parti! Pour le découvrir, Adam et Jamie se rendent au stand de tir. C'est parfait! On s'y met tout de suite? Allons-y. Ça va être la guerre. L'idée est la suivante. Pour chaque technique testée, Jamie et moi allons vider un chargeur de 8 balles chacun sur la cible. Et on attribuera un score en fonction de la vitesse et de la précision. À la fin de tous ces tests, on évaluera les résultats chiffrés et on devrait pouvoir déterminer clairement quelles techniques de tir sont vraiment efficaces et lesquelles sont juste de l'esbrouf. Rien de bien compliqué donc. Tout ce qu'il faut, ce sont des armes. L'arme qu'on va utiliser est un pistolet semi-automatique de calibre 45, dont les munitions sont des balles chemisées de 15 grammes. Une arme et des munitions très répandues partout dans le monde. Le système de points est simple. La partie noire rapporte 10 points, la partie jaune 7 points, la blanche 6 et la rouge 5. Après addition, le total de points est divisé par le nombre de secondes nécessaires pour vider le chargeur, ce qui nous donne le score final. Le principal outil qu'on va utiliser est un chronomètre acoustique. Quand on appuie sur ce bouton, il se met en marche et enregistre le son des tirs, nous indiquant le temps total qu'il a fallu pour effectuer les 8 tirs. En voyant cette installation, vous vous dites peut-être que les cibles sont un peu trop proches. Mais le but de cette expérience n'est pas de voir si Jamie et moi sommes bons tireurs. Il s'agit de comparer l'efficacité et la précision des différents styles de tir. On a donc choisi cette distance parce qu'elle permet une comparaison optimale. Un expert en balistique est présent pour assurer la sécurité. Le seul élément manquant est un point de comparaison. Arme chargée, sécurité enclenchée. On va comparer les différentes techniques à celle de base, la position de Weaver.
Elle est utilisée depuis les années 80 par la police et en compétition. Elle est considérée comme la technique la plus efficace pour tirer avec une arme de poing. Très belle série. Il y a un joli tir groupé. Jamie et moi connaissons bien cette technique. La position de Weaver a deux avantages. Le premier, c'est le confort et la stabilité. On utilise les deux mains et on peut tenir le pistolet bien fermement. Le deuxième, c'est sa précision. Cette position permet d'utiliser le système de visée, ce qui me semble être un bon point. Une fois la série de tirs effectuée, les scores seront collectés. Si l'une des 5 techniques hollywoodiennes testées s'approche du score moyen de Adam et de Jamie, à savoir 7,3, on pourra la considérer comme une technique efficace. Parfait, on a notre score de référence. On peut commencer. La première technique, popularisée par Humphrey Bogart dans les films de gangsters des années 30 et 40, le tir à la hanche. Jamie tire super bien de la hanche. Prêt? Sécurité retirée. C'est parti! Jamie tire ses 8 balles, mais Adam semble avoir vu juste. Jamie n'a pas réussi à atteindre la cible. On n'a aucune idée de l'endroit où part le tir. On a juste l'impression que c'est à peu près dans la bonne direction, mais c'est tout. J'ai hâte d'essayer. Bonne chance. C'est insensé comme position de tir. Après quelques tirs éparpillés sur la cible, Adam fait à peine mieux que Jamie. Mais cette position classique n'est clairement pas optimale. C'est dingue! Il n'y a aucun moyen de garder sa position. C'est la loterie à chaque tir. Voyons ce qu'indique le score. Le verdict du tableau des scores est sans appel pour la première technique de tir hollywoodienne. La moyenne de 2,8 est largement inférieure au score de référence. Cette technique est donc bidon. C'était sympa. C'est loin d'être fini, ne t'inquiète pas. Jamie et Adam ont déjà prouvé que lorsqu'il s'agit de tirer avec une arme de poing, le tir à la hanche peut paraître relativement esthétique, mais il est loin d'être efficace. C'est dingue! Il n'y a aucun moyen de garder sa position. C'est la loterie à chaque tir. La position suivante est le bras tendu à hauteur d'épaule. Très populaire dans les films d'action des années 80, elle reste un grand classique utilisé depuis longtemps. Avant même le comptage des points de la série de tirs de Jamie, il apparaît clairement que cette position est efficace, Joli tir, cow-boy! comme le confirme Adam. C'est parti, Adam. Bras tendu. Cette position est plus stable que le tir à la hanche. Elle permet de tirer plus rapidement, tout en utilisant le système de visée de l'arme, ce qui constitue un avantage évident. J'adore ça. Le score parle de lui-même. Il est extrêmement proche du score de référence. Cette position est presque aussi agréable que la position de Weaver. Elle offre une très grande stabilité et la précision est très bonne, elle aussi. Cette technique est clairement efficace. On va maintenant essayer le style gangster. Ouais, c'est la même position qu'avant, avec le bras tendu. Sauf que cette fois, on incline l'arme sur le côté, comme un voyou. Depuis les années 90, les voyous de cinéma semblent penser qu'incliner leur arme sur le côté à 90 degrés améliore leur efficacité en tant que tireur. Mais qu'en est-il vraiment? Bon, on y va? Je l'ai touché au moins. Malgré le bras tendu qui a permis à Adam de tirer ses balles rapidement, le score est très mauvais. Le score final est de 1,0. Voyons comment s'en sort Jamie. Monsieur Heinemann façon gangster. Étonnamment à l'aise dans la position du gangster, Jamie bat le score de Adam. Le score final est de 1,6. Bien joué, gangster. Mais quand on fait le total dans le tableau des scores, on s'aperçoit que cette position bizarre est franchement catastrophique. Pour être tout à fait honnête, la position du gangster était celle que j'avais le plus hâte de tester. Mais après avoir essayé, c'est de loin la plus ridicule de toutes. On ne voit pas où partent les balles, on n'a aucun point de référence, on ne voit pas le bon côté du pistolet, on ignore volontairement le système de visée. Oubliez cette technique, elle ne vaut rien du tout.
La roue de la fortune des mythes. Qu'est-ce qu'on a? Cher Miss Buster, est-il vraiment possible de regonfler un pneu avec du liquide d'allumage? Sur le web, on trouve un tas de vidéos de ce genre. Les gens mettent un liquide inflammable dans le pneu dégonflé, ils l'allument et ça fait pouf. Le pneu est remis en place, il est gonflé et le reste. Ça me paraît simple, il nous faut juste un pneu et du liquide d'allumage. Ça pourrait être vraiment dangereux. Ou explosif. Dès qu'on parle de feu, certaines personnes ne se contrôlent plus. Mais malgré le danger, les Mythbusters veulent savoir si ces vidéos de réparation sauvage sont bien réelles. Peut-on vraiment regonfler un pneu avec un briquet? Imaginez-vous dans un endroit désert, avec un pneu à plat et pas de roue de secours. Voilà de quoi il s'agit avec ce mythe. Remettre un pneu en place et le regonfler quand on n'a rien d'autre que du liquide d'allumage et un briquet. Dans la vidéo trouvée sur le web, un homme fait gicler du liquide d'allumage dans le pneu dégonflé. Il l'allume et le pneu se remet en place instantanément en se regonflant. Voilà ce qu'on va tester aujourd'hui. On va d'abord essayer avec un pneu classique. Et si ça marche pas, on passera au pneu de camion, vu qu'il est plus épais. Pour commencer, Carrie va s'attaquer au pneu classique. Mais avant cela, elle se fait belle pour son rendez-vous de tous les dangers. Bonne chance, Carrie. Voilà le liquide, voilà le briquet. Tâche de ne pas te faire exploser. Comme dans la vidéo, le pneu est dégonflé et sorti de sa jante. Et comme dans la vidéo, Carrie injecte un liquide inflammable dans le pneu avant de l'allumer. On a juste un pneu en feu. Mais c'est une grosse déception. Il se gonfle pas. Non, Bon, dans la vidéo, il fait pouf. essayons encore une fois. Deuxième essai. Cette fois, Tori appuie avec son pied sur le pneu pour faire rentrer de l'air dans le mélange. Si on arrive à faire entrer de l'air, le liquide d'allumage brûlera mieux. Ça a marché à la perfection. Sauf que le pneu continue de gonfler et de brûler. Le risque d'explosion est loin d'être négligeable. Il va exploser. On devrait peut-être tous reculer de quelques pas. Ok, C'est la première fois de ma vie que j'ai aussi peur en gonflant un pneu. C'est dangereux comme façon de gonfler un pneu. On a mis le liquide d'allumage dans le pneu. L'air s'est bien mélangé, car il a allumé et le pneu s'est instantanément regonflé comme dans la vidéo. D'ailleurs, ça a tellement bien marché que le pneu a menacé d'exploser, nous forçant à nous enfuir en courant. Mais après un certain temps, le pneu a refroidi. Le liquide a entièrement brûlé et la pression dans le pneu est violemment tombée. regardez ça, il est complètement à plat. C'est pas ce que j'appellerais gonfler. En fait, c'est exactement le contraire. Il y a plusieurs éléments dans ce mythe. Premièrement, le pneu est-il remis en place? Oui. Les gaz prennent feu, leur volume augmente rapidement et le pneu est remis sur la jante. Deuxièmement, le pneu se gonfle-t-il? Oui. Le pneu se regonfle très vite et on dirait même qu'il va exploser. Et troisièmement, et c'est le plus important, le pneu reste-t-il gonflé? Non. Car quand les gaz refroidissent, ça crée un vide dans le pneu et celui-ci se ratatine sur sa jante. Le résultat est donc négatif. Mais l'équipe n'en a pas encore fini. À présent, on va tester un pneu de camion. La vidéo de référence montre la manipulation sur un pneu de camion. L'équipe va donc réessayer avec un pneu du même type. Une fois de plus, Carrie injecte du liquide d'allumage dans le pneu avant de l'allumer. Joli! Ça a marché. Mais est-ce vraiment le cas? Regardez-moi ça. Il n'a plus aucune pression. C'est une astuce sympa pour s'amuser, mais bon, c'est pas très utile pour dépanner. Pas vraiment. L'expansion initiale rapide des gaz lors de l'explosion remet le pneu sur la jante. Mais quand ces gaz refroidissent, on se retrouve à la case départ. La technique de remise en place et de regonflage d'un pneu à l'aide d'un liquide inflammable présenté dans la vidéo est dangereuse. Mais elle fonctionne. Le pneu est remis en place, mais il ne reste pas gonflé après ça. De l'air comprimé est indispensable pour regonfler un pneu correctement. Ce mythe est donc bidon. Nous revoilà. On a testé toute une série de techniques de tir qu'on peut voir dans les films. Il est temps à présent de passer aux choses sérieuses en doublant la mise. Voyons voir ce qui se passe avec deux armes.
La technique suivante est celle à 2 pistolets à la Matrix. Mais est-ce qu'on double vraiment nos chances de mettre dans le mille? Jamie, t'as l'air d'un vrai tueur. Prêt? C'est parti. Il y a un facteur important à prendre en compte. Malgré le fait qu'on tire 2 fois plus de balles, le temps utilisé pour calculer le score final reste un paramètre tout à fait valable. Après tout, tirer 2 fois plus de balles prend 2 fois plus de temps. Beau boulot, hombre! Avant de calculer le score final, c'est au tour de Adam. Et malgré l'allure que lui donne cet attirail, Adam n'est pas confiant. Bang, 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 bang. Je fais un mauvais score et on n'en parle plus. Voilà à quoi je m'attends. Bon, on y va? J'enlève la sécurité. Oui, l'équilibre et la symétrie du tir à 2 pistolets lui donnent une allure géniale. Mais en réalité, c'est un difficile exercice de coordination qui rend la précision des tirs très aléatoire. Youpi! C'était génial! Pas vrai? Ouais, j'ai adoré cette sensation. On aurait dit un vrai western. Le score final de 4,1 indique que cette technique provoque peut-être une montée d'adrénaline fort agréable, mais qu'au niveau de l'efficacité, elle est bidon. On a testé toutes les positions, non? Presque. Il y a une dernière chose que je veux essayer. On a utilisé 2 armes sur une cible. Mais j'ai vu des films où le mec tire sur 2 cibles différentes, les mains croisées. Je crois qu'on devrait essayer. Pourquoi pas? Parfait. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques. Je ne pointe jamais d'armes sur nos caméramans. Quand la danse se marie à la fusillade, on obtient un geste typique des chorégraphies sur grand écran. Mais ça n'impressionne pas Adam. Les cibles sont séparées d'environ 2 mètres. Jamie se prépare, vise et se déchaîne. Pendant un instant, on aurait dit une machine à popcorn. Je me suis dit qu'il fallait que je me lâche. Jamie a perdu l'équilibre. Et le fait de croiser ses mains a également provoqué quelques légers problèmes de coordination. Tout cela est confirmé par le faible score, conformément aux prédictions. Score final, 2,1. Il ne fait aucun doute que Jamie avait l'air d'un vrai tueur à gages hollywoodien. Adam aimerait bien en faire autant. Et alors qu'il vide ses chargeurs sur les 2 cibles, Adam se prend vraiment au jeu. Pas mal. Pas mal. Pas mal du tout. La position a été beaucoup plus efficace qu'il ne l'avait prévu. Le score final est de 7,1. Joli. Ce qui est très bon, c'est très bon. Malgré le score surprenant de Adam et au vu du fait qu'il a tiré 2 fois plus de balles que lors de la référence, cette position se révèle au final inefficace. Je pensais que les bras se stabiliseraient l'un l'autre et que ça marcherait. Mais ce n'est pas le cas. Une bonne technique à une seule arme est bien plus efficace. Les bras croisés, c'est clairement bidon. La technique des bras croisés était bidon. Faisons maintenant un petit récapitulatif de toute cette série de positions de tir cinématographiques. Voyons ce qu'on a appris. On a commencé par la position de Weaver, la technique nous donnant le meilleur score à Jamie et à moi. Ensuite, on a tiré à la hanche, avec un très mauvais score. Quand on a utilisé le système de visée, comme c'était le cas pour le bras tendu, on s'en est très bien sorti. Pratiquement tout était dans la cible, presque aussi bien que la position de Weaver. Le style gangster? Que dire? C'est lamentable, ridicule. C'est une technique complètement inepte. Ensuite, on a utilisé 2 armes et on a constaté que les scores n'ont pas doublé malgré le double de balles. Au contraire, ils ont baissé, même si j'ai réussi quelques tirs chanceux à la fin. Avec tous ces résultats, j'en arrive à la conclusion qu'utiliser une seule arme en se servant de son système de visée permet d'obtenir la meilleure efficacité de tir. Pas besoin d'avoir 2 armes. Cette histoire de roue, c'était sympa. Ouais. Mais je me demande ce qu'on va faire des mythes qui n'ont pas été tirés au sort. Je propose qu'on la laisse en place. Je sens qu'on va la réutiliser. D'accord. Vous l'avez entendu? Envoyez-nous vos idées.